Salut Internet, aujourd'hui je vous présente 911 Avocat. C'est une chaîne de vulgarisation juridique. Le but, expliquer de façon simple et légère le droit qui s'applique aux vidéos sur Internet. Et si tu suis bien notre chaîne, tu seras calé. En droit d'auteur, en droit à l'image, en droit des petits chatons. Elle est pas belle la vie? Merci Doc7, à toi de jouer. Merci les amis, je reparle de votre chaîne à la fin de la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo sur des histoires de survie incroyables. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas, elle est plutôt sympa. Bon, et moi vous me connaissez, les histoires d'aventure, d'îles désertes, de survie, tout ça, c'est mon kiff absolu. Alors aujourd'hui, on compile tout ça et on va parler de 7 histoires extraordinaires de survivants d'îles désertes. Pour commencer, on part au large de la Californie, et plus précisément sur l'île de San Nicolas. Cette île fait partie d'un groupe d'îles qu'on appelle Channel Islands. Et pour comprendre l'histoire, il faut savoir qu'il y a bien longtemps, ces îles étaient habitées par des Amérindiens. L'île de San Nicolas, elle était habitée par une tribu qu'on appelait les Nicoleños. Bon, ils étaient apparentés aux Indiens des autres îles, mais quand même, c'était une tribu à part. Et puis à partir de 1811, des mecs sont venus sur l'île, depuis l'Alaska, qui était russe à l'époque, pour chasser des phoques et des loutres de mer. Et au passage, ils ont flingué une bonne partie des Nicoleños. Et quand je dis une bonne partie, je veux dire la quasi-totalité. Dans les années 1830, il ne restait qu'une dizaine de représentants de ce peuple. Et c'est là qu'intervient la mission Santa Barbara. Comme son nom l'indique, elle était basée à Santa Barbara, donc en Californie. Et au vu de la situation, elle a envoyé un bateau dans l'urgence pour sauver les derniers Nicoleños. Bon, c'était pas sans intérêt, les missions espagnoles à l'époque, c'était des missions catholiques, qui visaient à répandre la religion au sein de ces païens d'Amérindiens. Bon, donc je résume. Un peuple amérindien se fait marave la tronche par des chasseurs de loutres sur une petite île au large de la Californie, au point de se retrouver si peu nombreux que les convertisseurs cathos sont venus les sauver. Sauf que non, ils se sont plantés les missionnaires de Santa Machin là. À cause d'une tempête, ils ont dû accélérer leur retour et ils ont juste laissé sur place une meuf. Sympa. Elle vivra 18 ans toute seule jusqu'à ce que le capitaine Nidver, paye ton nom, décide de venir chasser sur l'île en 1853. La nana est passée son temps entre une petite hutte faite d'os de baleine et une cave. Et elle portait une jupe en plume de cormoran. Un cormoran, c'est ça. Le truc marrant, c'est qu'elle était absolument pas effrayée par ces étrangers et elle accepta même de les suivre jusqu'en Californie. On la baptisa Juana Maria et personne n'arrivait à discuter avec elle. Des membres de plusieurs tribus amérindiennes ont bien essayé avec leur dialecte, mais non, sans succès. Comme vous le voyez, l'histoire semble bien se finir et boum, fausse joie. Seulement quelques semaines après son arrivée, elle meurt de dysenterie. Mais en même temps, la meuf, ça fait 20 ans qu'elle mange une bouffe particulière. Tu m'étonnes qu'en arrivant dans une autre civilisation, son corps, il a pas compris. Bon, et si l'histoire vous intéresse, le fameux capitaine Nidver de Terre, là, il a écrit ses mémoires où il raconte tout le bazar. Le bouquin s'appelle The Life and Adventures of George Nidver. Perso, je crois que je vais peut-être me le prendre. Je sais que j'ai déjà parlé 2 ou 3 fois de l'île Tromelin, je sais que mon pote Titan a fait une vidéo dessus, mais comment voulez-vous que je fasse une vidéo sur des survivants d'îles désertes si je parle pas de l'île Tromelin? Bon, promis, je fais pas long. Déjà, l'île Tromelin, c'est un bout de sable qui se trouve dans l'océan Indien, à 450 km de Madagascar. Il fait même pas 4 km de long et à part des broussailles, il y a presque rien qui y pousse. Et puis l'eau douce, à part en récoltant la pluie ou en creusant un vieux puits dégueulasse, on n'en parle même pas. Bref, en 1761, un bateau avec 142 hommes d'équipage et 160 esclaves fait naufrage sur l'île. Déjà, plus de la moitié des esclaves y meurent dans les cales du bateau, ça commence mal. Et puis 2 mois après, les hommes d'équipage restants, ils se barrent de l'île sur un petit radeau qu'ils ont construit. Les 60 esclaves qui restent, eux, ils peuvent aller se rhabiller. Non, ce jeu de mots n'est peut-être pas très approprié à la situation. Bon, les blancs, ils promettent de revenir. Sauf qu'une fois rentrés à Madagascar, ils racontent l'histoire aux autorités et là, no way, on n'ira pas sauver les esclaves. Tout simplement parce que la traite, elle était déjà interdite à Madagascar au moment du naufrage. Le gouverneur, il est vénère que les mecs aient essayé de faire ça en douce et pour les punir, ils refusent d'envoyer de l'aide aux esclaves. Ce n'est que 15 ans plus tard, en 1776, qu'un bateau arrive à s'approcher assez près de l'île pour récupérer les 8 survivants, 7 femmes et un bébé. Ils auront survécu 15 ans en mangeant tortues, oiseaux de mer et poissons. Il faut en avoir de la force mentale. Et pareil, comme l'anecdote précédente, il existe un excellent bouquin qui raconte l'histoire. Il s'appelle Les naufragés de l'île Tromelin et pour le coup, lui, je l'ai lu, c'est une tuerie.
Clipperton, c'est ça. Avouez, c'est vachement beau quand même. Une jolie île en forme d'anneau avec en son centre un magnifique lagon, le tout paumé en plein milieu du Pacifique. Mais je vous arrête tout de suite, c'est loin d'être une île paradisiaque. Entre les requins tout autour, l'absence de verdure à part quelques vieux cocotiers, et surtout la grosse, l'énorme, que dis-je, l'astronomique quantité de guano. Le guano, c'est en gros de la fiente d'oiseau. Bref, pendant très longtemps, l'île était bataillée entre la France et le Mexique. Les Mexicains, ils disent que c'est eux qui l'ont découvert et qui ont posé le premier pied sur place. Les Français, eux, ils disent que c'est le navigateur français Victor le Coat de Kervegen, un breton j'imagine, qui accosta le premier en 1858. Sauf que le nom Clipperton, ça vient d'un corsaire britannique qui lui aurait mis les pieds en 1707. Bref, rien n'est logique et pendant longtemps, on n'a pas su à qui appartenait cette île. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1907, les Mexicains envoient sur place un groupe de soldats dirigé par Ramón Arnaud, un militaire mexicain donc, mais d'origine française, ça c'est pour la petite blague. Il fait donc pendant plusieurs années des allers-retours entre l'île et le continent. Faut compter entre 2 et 3 ravitaillements par an sur l'île. Sauf que patatras, en 1910, c'est la Révolution Mexicana. Coup d'état, dictature, guerre civile, on rentre pas dans les détails, mais c'est pas la joie. Et Arnaud, il flippe un peu d'aller sur l'île. Il se dit que ça se trouve, les mecs ils vont arrêter de venir le ravitailler. Mais finalement, en janvier 1914, l'ordre est donné, retour à Clipperton. Arnaud, sa femme, ses 3 enfants, une aide ménagère, 11 soldats et leur épouse, ils prennent tous le large, direction Clipperton. Et seulement un mois plus tard, leur déboire commence. Déjà, un navire s'échoue avec 12 personnes à bord. Autant de personnes en plus à nourrir. Et puis une tempête ravage le potager, enfin bref. Autant vous dire que le navire de ravitaillement prévu pour mai, on l'attend de pied ferme. Et on l'attendra longtemps. Finalement, 4 des naufragés partent chercher de l'aide avec un petit canot de sauvetage, et ils tombent sur un navire américain qui accepte de venir sauver la petite troupe. Sauf qu'à ce moment-là, les Américains, ils ont envahi une partie du Mexique. Et Arnaud, il est pas content. Les 8 naufragés qui restaient, eux, ils acceptent de partir avec les Américains, mais pas Arnaud et ses troupes. Non mais tu crois quoi? On préfère crever que de pactiser avec l'ennemi. L'erreur de noob. Un an plus tard, mai 1915, le scorbut a décimé une bonne partie des survivants. Et puis un jour, apercevant un bateau au loin, Ramon et Cardona, les 2 derniers hommes vivants de l'île, ils tentent de le rattraper. Epic fail. Ils meurent en mer, abandonnant sur l'île femme et enfants. Enfin, ça c'est ce qu'elle pensait. L'histoire raconte qu'un soldat que l'on pensait mort du scorbut les rejoint et va profiter du fait d'être le seul homme sur place, si vous voyez ce que je veux dire. Il aurait assassiné 2 femmes avant d'être finalement tué à son tour par les femmes exténuées. Et c'est le lendemain de son assassinat, en juillet 1917, qu'en pleine guerre mondiale, le navire américain Yorktown, qui pour l'anecdote cherchait des bases de sous-marins ennemis, il arrive sur l'île. Les marins y découvrent 3 femmes, une jeune adolescente et 7 enfants. Bon et finalement, 20 ans plus tard, l'arbitrage international donnera raison à la France. Cocorico, de nos jours, Clipperton reste bien la seule possession française dans le Pacifique Nord. Voici Ada Blackjack. Outre le fait de porter le nom d'un jeu de cartes, Ada c'est surtout une survivante de l'extrême. Écoutez cette histoire. Ada est une femme Inupiaq, vivant en Alaska. Dans les années 20, elle a perdu son mari et 2 de ses enfants. Elle a grave besoin d'argent pour soigner son dernier fils qui est atteint de tuberculose. Elle accepte alors de participer à une expédition organisée par un explorateur canadien très célèbre, Monsieur Stephenson. Ouais, c'est lui. Le but de cette mission, c'est d'envoyer 4 mecs, plus Ada qui servirait de cuisinière et d'aide de camp, plus un chat qui s'appelait Vic, le tout ici, sur l'île Wrangell, en pleine Sibérie. Il veut faire de cette île une possession britannique ou canadienne et y organiser des circuits touristiques. Bon, lui, Stephenson, il finance le truc, il y est pas allé avec eux. Bref, en septembre 1921, les 5 prennent la route. Là, ça va vite partir en cacahuète. Très rapidement, ils se rendent compte que leurs rations de nourriture sont bien insuffisantes. Ouais, il était censé avoir une faune conséquente sur l'île, mais non, il y a rien à becqueter. Enfin bon, ils sentent rapidement que leur mission est vouée à l'échec. Un an après leur arrivée sur l'île, 3 des 4 mecs partent donc chercher de l'aide. À pied, sur la mer qui était gelée à ce moment-là. Ils laissent Ada et le 4e mec qui lui est atteint de scorbut. Si vous voulez savoir ce que c'est, cherchez scorbut dans Google Images. Ou non, en fait, cherchez pas. Voyant que son expédition ne revient pas, Stephenson il tente d'envoyer un bateau, mais vu que la mer elle est gelée, c'est impossible. Le 4e homme il meurt en avril 1923 et Ada elle reste donc seule avec son chat sur cette île hostile jusqu'en août de la même année. Elle aura réussi à survivre en attrapant des phoques et des oiseaux. Elle parvint à effrayer des ours polaires, à poser des pièges pour le petit gibier, elle se nourrit de quelques racines, d'algues ou encore de poissons. Enfin bref, la meuf, c'est une warrior. Et le truc cool dans cette histoire, c'est qu'une fois de retour parmi les siens, son fils il survit à la tuberculose et Ada elle meurt seulement des années plus tard, en 1983, à l'âge de 85 ans. Quant aux 3 hommes partis chercher de l'aide, personne ne les a jamais revus.
Encore une histoire de fou. Cette fois-ci, on change d'hémisphère et on fonce du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. En 1863, un bateau part de Sydney avec à son bord 5 mecs de 5 nationalités différentes. Il y a un Australien, un Anglais, un Français, un Norvégien et un Portugais. Et oui, ça sonne comme le début d'une blague. Sauf que là, elle est pas très drôle la blague. Cette expédition, elle avait un but simple, prospecter quelques îles au sud de la Nouvelle-Zélande à la recherche de potentielles mines et aussi d'évaluer la population de phoques, voir si c'était un bon spot de chasse quoi. Et c'est le moment de parler géographie. Ça, c'est l'île Campbell. À quelques dizaines de kilomètres de là, voici les îles Auckland. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande, ça, c'est l'Australie, ça, c'est l'Asie, ça, c'est la Terre, ouais bon bref. Donc le Grafton, c'est le nom du bateau, il devait partir de Sydney en direction d'abord de l'île Campbell. Et puis sur le retour, il devait s'arrêter aux îles Auckland pour les prospecter aussi. Toute la première partie du trajet se passe bien, ils arrivent pépère à Campbell, mais manque de peau, le capitaine y tombe gravement malade. Ça, et puis le fait qu'il n'y a aucune trace de gisement minier, et encore moins de phoques, je peux te dire que les mecs, ils ont pas fait long feu. Ils ont repris la route en sens inverse, direction les îles Auckland. Et là, c'est le drame. À cause d'une météo capricieuse, ils ont juste complètement foiré leur accostage, et le bateau il fait naufrage dans une petite baie de l'île. Les mecs, ils se rendent vite compte qu'il va falloir attendre quelques mois avant que des secours soient envoyés. Alors ils s'organisent, ils s'entraident à mort, chacun a une tâche, et ils bossent en symbiose. Ils construisent une maison, ils chassent des phoques, ils fabriquent une petite cheminée pépère pour pas avoir froid, des vêtements, et même une petite forge, histoire de travailler les bouts de métal qu'ils parviennent à extraire de l'épave. Bref, ils s'organisent. Et puis au bout d'un an, ils se disent que c'est mort, personne va venir là. Donc ils se lancent dans la fabrication d'un canot. 6 mois plus tard, le canot est prêt. Malheureusement, il peut transporter que 3 personnes. 3 des 5 mecs s'élancent alors à la mer, direction la Nouvelle-Zélande. Ils se trouvent quand même à 400 km de là. Mais par miracle, après plusieurs jours, ils accostent au sud de la Nouvelle-Zélande. Là, ils sont récupérés par un mec qui les amène à la grosse ville du coin, où après quelques jours, ils arrivent à lever assez de thunes pour envoyer un bateau chercher les 2 laissés sur place, qui eux, pour le coup, ils y croyaient absolument plus. Encore une fois, un bouquin racontant l'histoire est sorti. Il a été écrit par le français de l'équipage quelques années après son aventure. Bon, forcément, c'est écrit en français un peu soutenu, quoi, le français de l'époque. Mais mon Dieu, ce que c'est captivant. Je vous le conseille à 100%. Pitcairn, encore un archipel bien isolé. Mais pour le coup, celui-ci, il est toujours habité de nos jours. Bon, il y a genre 50 habitants à tout péter, mais quand même, il y a du monde. Pitcairn, c'est l'un des archipels les plus isolés du monde, et c'est surtout le plus petit territoire britannique d'outre-mer. Vu que c'est accessible uniquement par bateau, les habitants ils sont surtout en lien avec Tahiti, qui est quand même à plus de 2000 km de distance, mais aussi avec la Nouvelle-Zélande. 3 bateaux de ravitaillement font d'ailleurs le lien entre la Nouvelle-Zélande et Pitcairn tous les ans. Ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, en même temps, c'est genre à 5500 km, donc c'est pas vraiment la porte à côté. Bref, ce qui nous intéresse à Pitcairn, ce sont ses habitants, parce que la particularité de ces 50 gus qui y vivent, c'est qu'ils sont pratiquement tous de la même famille. Ok, je vous explique. Tout part d'une mutinerie. Voici la HMS Bounty. Enfin, une réplique, parce que le vrai, il est au fond de la mer, à Pitcairn. La Bounty, c'était un vaisseau anglais du 18e siècle avec une mission très particulière. Elle devait aller à Tahiti récupérer des plants d'arbres à pain. Un arbre à pain, c'est un arbre tropical qui produit le fruit à pain, qui est un véritable délice. Donc, la Bounty, elle doit récupérer plein d'arbres à pain et retraverser le globe pour les planter dans les colonies anglaises des Caraïbes. Cherchez pas, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important dans notre histoire, c'est que l'équipage il s'entend moyen avec le capitaine. À tel point que quelques mois plus tard, sur le chemin du retour, une énorme mutinerie éclate. Le capitaine et quelques mecs restés fidèles, ils montent sur une petite barque et ils parviennent à rejoindre la côte. Les mutins, eux, ils flippent leur race, parce qu'ils savent bien que la marine anglaise, elle va pas les laisser faire tranquilles les bras croisés. Ils se dirigent donc d'abord vers Tahiti, histoire de récupérer des vivres et prendre à bord des hommes et femmes tahitiens comme main d'œuvre. Et puis ils foncent vers l'archipel Pitcairn, parce que quel meilleur endroit pour se cacher qu'un lieu bien paumé. En janvier 1790, une fois à Pitcairn, le groupe y crame le bateau et il s'installe sur l'île. La suite de leur vie sur place est tout aussi palpitante. Pendant plusieurs années, sur fond d'alcoolisme et de mauvais traitements, Tahitiens et Anglais s'entretuent à tour de rôle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul mec vivant, John Adams. Ouais, j'avoue, ça fait très Hunger Games ou Battle Royale. Bon, d'un autre côté, John il est gentil, il prend soin des femmes tahitiennes. En même temps, avec un harem pareil, tu m'étonnes. Le bougre, il fera beaucoup d'enfants et il élèvera aussi les enfants des autres mecs décédés. Bref, vous imaginez que depuis 200 ans, il n'y a pas eu énormément d'apports extérieurs dans la génétique du groupe. Forcément, ça doit faire des mélanges pas très nets. Et je vous jure que c'est vrai, j'invente rien. Dernièrement, en 2004, Pitcairn était au cœur de l'actualité à cause d'un scandale pédophile. Un procès a eu lieu impliquant la moitié des hommes de l'île. Non mais calmez-vous, ça représente que 7 personnes à tout casser. Même le maire de l'île est accusé d'avoir fait des trucs pédophiles. Oui mais forcément, après 200 ans de consanguinité, les gars, tu m'étonnes qu'ils soient pas totalement nets.
On finit ce classement avec une histoire encore plus folle que les mutins de Pitcairn. Ah si, je vous jure que c'est possible. Pour ça, on part à l'ouest de l'Australie. Là-bas, en 1628, le Batavia, un navire néerlandais, il chavire dans un petit archipel inhabité à quelques dizaines de kilomètres des côtes australiennes. Sur les 320 personnes à bord, 280 parviennent à survivre au naufrage. Mais les galères ne font que commencer. Très tôt, le capitaine et quelques officiers y partent sur un canot de sauvetage, direction l'Australie, à la recherche d'aide. Bon, ils arrivent à atteindre l'Australie, mais ils trouvent personne. Donc ils longent les côtes vers le nord et ils finissent par atteindre l'actuelle Jakarta, qui est la capitale indonésienne. Sauf que pendant ce temps, dans l'archipel, c'est un chaos sans nom. L'officier sur place, il a carrément pété un plomb, convaincu qu'il y avait trop de survivants pour pas assez de vivres. Il se crée rapidement une petite milice et il commence à assassiner énormément de monde, comme ça, sans raison. Certains se réfugieront sur d'autres îles de l'archipel pour survivre au massacre, et notamment un certain Hayes, soldat très courageux. Il s'installe donc sur une autre île de l'archipel avec quelques soldats et il affronte régulièrement le groupe ennemi. Heureusement, le capitaine y revient quelques semaines plus tard avec un bateau tout beau tout neuf pour secourir tout ce monde. Les gentils arrêtent les méchants qui condamnent à mort directement sur l'île, tout se finit bien, enfin bon, finalement sur les 320 personnes à bord, même pas 70 ont survécu. T'imagines le carnage de fou quand même. Et encore une fois, un bouquin retraçant cette histoire existe. Je me répète, je sais, surtout que c'est pas du tout un placement de produit, hein. C'est juste que je suis fan de ce genre d'histoire d'aventure. Et si je vous conseille des bouquins, c'est que je les ai adorés. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais donc vous parler de la chaîne 911 Avocats. Oui, le thème de leur chaîne n'a absolument rien à voir avec la vidéo, mais c'est comme ça. Bref, 911 Avocats, c'est pas juste une chaîne de droit. Ce qui la rend vraiment intéressante, c'est que ce sont des vidéos sur le droit qui s'appliquent aux vidéos sur internet. Et qu'est-ce que vous êtes en train de regarder là? Eh ben une vidéo sur internet, bordel! Bref, c'est drôle, c'est très pédagogique, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous attends comme d'hab sur les réseaux sociaux, hein, je montre chaque jour une partie de mon corps nu en photo. Non mais c'est une blague, hein, c'est juste de la publicité mensongère pour attirer plus de followers. Bref, on défonce ce pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet.